Bienvenue au podcast De l'idée à l'action, une présentation du Carrefour Emploi Lobinière. Salut, c'est Sarah du Carrefour Emploi Lobinière. En ce mois de l'entrepreneuriat, j'ai décidé de rencontrer des entrepreneurs qui exercent des métiers artistiques dans le but de mettre en lumière des parcours créatifs et inspirants où entrepreneuriat rime avec passion. Alors, à chaque épisode, vous allez découvrir comment leurs idées deviennent des projets concrets. Cette semaine, j'ai eu la chance d'échanger avec Irène Lumineau, qui est graphiste, illustratrice et artiste. Son témoignage nous a permis d'en apprendre plus sur elle et sur le développement de son entreprise. Alors, je vous en dis pas plus. Je vous souhaite un bon visionnement. Bonjour Irène, ça Bonjour, va bien? ça va très bien, merci. Super, je suis super contente que tu aies accepté ma demande pour venir parler aux jeunes de ton métier d'entrepreneur. Fait que, premièrement, j'aimerais ça que tu me parles de toi, de ton parcours. Oui, mon parcours, alors il commence en France, comme vous pourrez l'entendre à mon petit accent. J'ai fait des études en design graphique. J'ai toujours aimé dessiner, en fait, c'est vraiment une passion. Puis, quand est venu le temps d'aller dans des écoles d'illustration, qui était mon rêve ultime à l'adolescence, j'ai pas été acceptée dans la seule école où il y avait, je pense, 18 personnes dans la classe. En tout cas, c'était très, très contingenté. Puis j'avais juste ce plan A à ce moment-là et pas de plan B. J'étais un peu trop confiante en moi. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai décidé, sur les bons conseils de ma grande sœur, qui voyageait beaucoup à l'époque, de partir en Inde. Pendant 7 mois, j'étais fille au père. Je m'occupais de 2 petites filles là-bas. Mon but, c'était vraiment de leur parler français. On s'en vient à mon parcours. Tout est utile. Mais c'est que tout s'emboîte bien au final. Et j'ai tellement tripé sur cette expérience à l'étranger. Là, moi, ça a été une révélation, là, être en Inde. J'avais 19 ans. Wow. Je tripais être à l'étranger, etc. Puis là, je me suis dit, OK, je vais continuer mes études. Je vais faire mon bac à l'étranger. Donc, de l'Inde, j'ai fait mes dossiers pour partir, pour les universités au Québec. Le Québec, ça s'est un peu imposé naturellement parce que j'avais ma grande sœur qui habitait là à l'époque. Puis, c'était francophone, c'était plus facile pour étudier. Et donc, j'ai été acceptée à l'Université du Québec en Outaouais pour un bac en art et design. Donc, je suis arrivée... ça fait presque 20 ans maintenant, pour 3 ans à l'UQO, donc à Gatineau. Puis après ça, je suis arrivée à Québec. Puis là, j'ai travaillé dans une agence de publicité pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Il y a plein de choses qui ont fait, on pourra en reparler sur les raisons qui m'ont poussée à ça, mais je me suis mis à mon compte, puis ça fait maintenant 12 ans que je suis travailleur autonome à la maison, illustratrice, graphiste, artiste. Voilà. Wow. Ah oui, j'ai oublié de dire, à Saint-Gilles de Lobinière. À Saint-Gilles. Oui, voilà. OK. Puis ça a toujours été une passion, là? Oui, dessiner, vraiment, là, depuis que je suis toute petite, je faisais des bonhommes, je me souviens de ma prof de maternelle qui me disait, mon Dieu, j'ai jamais vu une enfant si jeune qui fait des gens de profil. Donc, ça, c'est, par exemple, oui, j'avais comme, c'était vraiment mon talent, là. Je me suis déjà fait refuser à des concours parce que les gens étaient persuadés que je copiais. OK. Des choses comme ça. C'est plate un peu. Ton talent est minimisé. Non, mais enfin, c'était vraiment, tout le monde. J'étais la fille qui dessine. Dans la classe, j'étais tout le temps en train de dessiner les profs, les portraits des autres élèves, etc. Ouais, c'était pas mal ce qui me représentait depuis toute petite. Ça a toujours été une grande passion, mais j'ai beaucoup hésité avant de décider à ce que ça soit mon métier parce que j'avais peur. Je pense que c'est une peur légitime qu'en étant forcée de créer, on perd un peu le plaisir de la création. Puis je me disais, est-ce que je vais complètement ailleurs pour justement garder ça comme juste le fun, un plaisir. Un passe-temps, oui. Plus un passe-temps. Bon, finalement, c'est devenu mon gagne-pain. Ouais. Une bonne décision, finalement. Ça fonctionne super bien, ton entreprise. Ça. Oui, ça va bien. J'ai pas de problème à me trouver des nouveaux clients. C'est sûr que les premières années, c'est toute qu'une aventure, là, être à son compte, là, et ça prend beaucoup de réseautage. Puis le fait que je sois en région, tu sais, je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi, parce qu'on n'était pas beaucoup
de graphistes. Alors, vu que tout ce qui est MRC, tourisme Lobinière, le Carrefour ici, etc., je veux dire, c'est devenu des clients parce que j'étais présente partout, je me suis fait montrer, j'ai vraiment été à la rencontre des gens. Et puis ben là, de fil en aiguille, le bouche à oreille se fait. Puis les gens, quand ils sont contents, ben, ils reviennent. Donc là, j'ai plus vraiment besoin de me faire connaître. Donc c'est le fun quand les projets viennent à toi, ouais. Ben, c'est sûr qu'après 12 ans, quand on fait du bon travail, les mérites, on les reçoit. Mais ça reste que tu en as travaillé une shot quand même pour en arriver là. Oui, oui, vraiment, les premières années, c'est sûr, c'est un peu plus stressant. Je veux dire, c'est hyper insécurisant financièrement, là. Oui. Je ne sais pas si ça faisait partie de tes questions. On peut y aller pareil. Rentrons dans le vif du sujet. C'est ça. Je dis souvent aux jeunes que ça prend minimum 5 ans avant de vraiment avoir une entreprise qui est rentable. Ça dépend toujours des cas, des situations, mais il ne faut pas croire qu'on rentre tout de suite dans notre entreprise, qu'on la lance, puis qu'après ça, on fait beaucoup d'argent comme ça. Alors, non. C'était quoi, toi, ton parcours? Ben, moi, je me considère chanceuse parce que mon ancien employeur dans l'agence de publicité où je travaillais, quand je lui ai mentionné que je voulais me mettre à mon compte puis que je voulais quitter, ça s'est quand même fait dans un bel accord. Il m'a laissé partir petit à petit. Donc, j'étais à 4 jours semaine, après 3 jours semaine, après 2 jours semaine. Puis donc là, les projets personnels compensaient ce temps-là. J'ai fait aussi mon cours de démarrage d'entreprise qui n'existe plus à l'heure actuelle, à ce jour. Mais ça a aidé aussi au niveau du réseautage. Donc, j'ai pas vraiment eu de creux de vague avec zéro salaire qui rentrait. Puis, bon, j'étais préparée. Il faut quand même dire que dans mon domaine, à part un ordinateur, tu as zéro dépense. Je ne suis pas en train de m'acheter un restaurant ou un camion de déneigement. Tu sais, j'ai pas eu besoin d'aller à la banque pour aller chercher un prêt. Donc ça, c'est quand même... c'est quand même un domaine de service où mon temps facturé, je veux dire, peut-être 90% de ce que je facture me revient dans les poches. J'ai pas beaucoup de dépenses. Et puis, l'autre chose, c'est que j'avais un conjoint aussi qui payait les factures et qui a toujours une job très, très stable, qui est fonctionnaire, Donc, c'est sûr que ça vient compenser cette insécurité-là parce qu'il faut être capable de vivre avec ses risques. Je veux dire, c'est des grosses montagnes russes, là. Tu peux avoir des mois où tu as des gros projets qui sortent, puis là, tu factures. Puis des fois, ça prend 2, 3, 4 mois à faire le projet. Tu factures au bout de ce 4 mois, tu es payé un autre mois d'après. Donc, tu sais, entre le moment où tu commences le projet puis le moment où tu es payé, où c'est rentable, ça prend des mois. Puis entre ces moments-là, ben, faut que tu payes tes taxes. Il y a les impôts qui arrivent, des fois pas forcément au moment qu'on aimerait. Puis, donc, les premières années, je dirais que moi, ça m'a pris 3 ans avant de vraiment sentir, OK, mes impôts sont payés d'avance. Parce que les premières années, tu payes tes impôts après. Oui. Genre, quand tu as fait tes premiers impôts, là, ils te demandent de payer ceux de l'année d'avant, mais au bout de 3 ans, souvent, ils te demandent de payer les impôts en provisionnel, c'est ça, d'avance. Et en même temps, tu payes de ceux de l'année d'avant. Donc, cette année charnière de 3 ans, puis il y a plusieurs entrepreneurs qui m'ont parlé de cette année-là, elle est super compliquée parce que tu dois payer 2 années d'impôts en même temps. Ah, c'est bon à savoir, par exemple. Bon, en tout cas, moi, ça m'a surpris. J'étais pas forcément prête à ça. Donc, on n'a pas tous un 10 000 qui traîne en trop dans notre compte, là. Voilà. Donc, surprise! C'est ça, c'est des grosses surprises. Donc, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'attendent pas à ça, là. Faut vraiment prévoir puis mettre de côté tout de suite au fur et à mesure. OK. Bien, justement, ma prochaine question, c'est quoi le plus grand défi? Ça en était déjà un, le défi financier au début. Mais depuis que tu as ton entreprise, c'est quoi le plus grand défi que tu as rencontré? Moi, je parlerais de la solitude. Ah, c'est bon. Parce que je suis travailleur autonome, je suis toute seule à la maison, je suis dans un domaine où je suis toute seule devant mon ordinateur toute la journée. Je ne parle presque à aucun client. Oui, de temps en temps, des coups de fil. La plupart du temps, c'est des courriels. Ouais. Puis, j'ai très, très peu de rapports directs avec eux. Puis, moi, je suis une fille hyper... qui adore sortir, qui est un peu extravertie, qui aime rencontrer du monde. Ça, je trouve ça dur. Mais après, au bout de 12 ans, j'ai réussi à me trouver mon équilibre personnel avec ça, dans le sens que, oui, le mardi,
le mardi après-midi, je vais faire mon yoga, je vais faire beaucoup d'activités de réseautage, je vais aller voir d'autres formations avec des entrepreneurs, tu sais, autant que ce soit avec la Chambre de commerce, la SADC, tout, même juste être là. Moi, toutes les occasions de sortie, là, je les prends généralement parce que j'ai ce besoin-là pour aller compenser un petit peu. Le côté, la machine à café, parler avec des collègues, de la vie de tous les jours, de tout et de rien. Pas de prix, hein. Ce côté-là me manque un peu, mais c'est comment je vais aller compenser dans ma vie personnelle ce bout-là. Puis le fait aussi de travailler de la maison, c'est pas évident parce que tu as du mal à t'arrêter. En enjeu, là, moi, c'est quelque chose, c'est pas que depuis le COVID qu'il y a du télétravail. Là. Moi, ça fait 12 ans que je fais du télétravail à temps plein. Puis là, tout le monde réalise comme, c'est pas évident. Ben, il y en a qui trippent, mais à temps plein tout le temps, je trouve ça difficile, moi, de faire la barrière, justement, entre ta vie personnelle puis ta vie professionnelle. Parce que il est samedi matin, tu te lèves, puis tu peux toujours aller dans ton bureau qui est là, puis aller faire plus d'argent, plus de temps. Tu sais, quand tu as un travail avec un taux horaire, hein, tu peux toujours t'avancer pour quelque chose. Mais là, c'est OK, non. Là, on est en week-end, tu as le droit de t'arrêter. Puis donc là, c'est un peu arrêter son cerveau, le mettre à off pour vrai. C'est pas évident. Oui. Parce qu'on est notre produit, tu sais, on est notre entreprise. C'est mon nom, là. C'est Irène Lumineau. C'est mon style qu'on vient chercher. Je peux pas vraiment déléguer à quelqu'un d'autre. Non, puis c'est ton entreprise, c'est ton bébé. Ben oui. Tu veux que ça fonctionne le mieux aussi. C'est ça. Surtout au début, ça doit être plus difficile de mettre ses limites. Oui. Là, tu sais, avec l'expérience, ça fait 12 ans, c'est sûr que tu dois avoir acquis de l'expérience par rapport à ça. Oui. Prioriser un petit peu plus ta vie personnelle, mais au début... oui, c'est ça. C'est vraiment... c'est tout le temps une espèce d'équilibre à trouver. OK, cette semaine, j'étais trop partie, cette semaine passée. Trouver ça. Puis moi, en l'espace de 12 ans, j'ai eu 2 enfants. J'en ai un qui a 10 ans, puis j'en ai un qui a 1 an et demi. Oh. Alors, j'ai vécu 2 périodes. En fait, quand mon grand, il est né... je venais de commencer mon entreprise, ça faisait à peine 1 an, donc j'avais très, très peur de perdre mes clients quand j'ai pris mon congé parental. Sûrement. Donc là, j'ai juste pris 4 mois de congé parental parce que je me suis dit, Caline, j'ai tellement travaillé fort pour avoir ces clients-là, c'est pas vrai que... Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'aurais tellement dû en profiter plus. Là. Ces clients-là, ils reviennent. Là. Au premier que tu as pris seulement 4 mois? Je te garantis qu'à mon deuxième, je me suis gâtée. Tu fais bien. Je me suis gâtée. Donc là, j'ai pris 1 an parce que j'avais la confiance nécessaire, le recul en me disant, les projets, ils viennent, les clients, ils comprennent, ils vont s'organiser, tu les aides à s'organiser, éventuellement, tu trouves du monde et tout pour combler les besoins, mais tu sais, les gens, c'est des humains, là. Puis j'ai toujours essayé d'avoir cette relation-là, là. Ouais. Donc, ça a très bien été, les transitions. C'est sûr qu'il y a des semaines où il y en a un peu moins de travail, puis ça peut prendre quelques mois avant que ça revienne à 100% du temps, mais... Caline, si on n'est pas à notre compte pour ce genre de flexibilité-là puis de liberté-là, ça sert à quoi, là, je trouve? Bien, ça fait une petite touche d'adrénaline que tu dois apprécier aussi. Ça dépend, là. C'est sûr que si ça fait 6 mois qu'on a eu moins de clients, c'est pas une adrénaline le fun, mais en général, c'est... Bien, c'est sûr que ça... Tu peux pas vraiment rester sur tes acquis, ça, c'est clair, non, là. Et, il a fallu quand même qu'à mon retour de maternité, j'aille renvoyer des mails. « Hey, je suis de retour, m'oubliez pas, OK. » Bon, j'étais un tout petit peu stressée à ce moment-là. Après, les conséquences de la vie ont fait que j'ai perdu mon papa vraiment à ce moment-là, au même moment. Donc là, je suis allée en France pendant 2 semaines, mais tu sais, quelque part, ça tombait bien dans mon parcours professionnel. Puis... Mais bon, bref, c'est aussi ce que permet le fait d'être à son compte, là. Ce genre de choses, ben, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Il n'y a pas un boss à qui tu dois demander l'autorisation de partir 1 semaine en vacances ou de prendre tes après-midi. Ça me fait penser, par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui me disent « Être à son compte, c'est être libre. Il n'y a pas personne qui attend des choses de toi. » Mais j'aimerais ça t'entendre. Parce que souvent, je leur dis, c'est pas totalement vrai. Moi, je pense qu'on idéalise beaucoup ça, tu sais. Je me souviens dans mon idéal, là, quand je commençais, je me disais toujours, je vais aller courir. Après, je vais faire de la méditation, mes petits exercices de yoga avec mon petit avec mon petit latte ou smoothie ou je sais pas quoi. Puis là, je vais commencer à travailler. Tu sais, j'avais ça en tête, là.
La réalité, là, je suis à 11h30, je suis encore en pyjama, j'ai oublié de me doucher. Puis, ah oui, c'est vrai, j'ai faim. Hein. Genre, mais ça, c'est ma réalité à moi. Puis, je parle d'équilibre, puis on s'ajuste. Mais on idéalise beaucoup. Tes clients, c'est ton boss. Donc, exact. Tu n'as plus de boss direct, une personne à qui tu dois rendre des comptes. Mais tes clients, tu dois leur rendre des comptes. Si tu ne fais pas la job, ils ne reviendront pas l'année d'après pour te redemander de faire un projet. Donc, tu sais, c'est plate, mais... Si tu les perds, ben... T'as pas de paye. Et puis tu as une réputation à tenir aussi. Exact. Ouais. Ben merci. Ça vient démystifier un petit peu le mythe. Oui, mais il y a quand même des super côtés que j'adore pour lesquels il faudrait me payer très cher pour revenir en entreprise. C'est vrai que mon cours de yoga à 9h le mardi ou le petit café avec une amie à l'improviste un jeudi midi, tu sais, je peux me permettre ça. Oui. C'est quand même, ça, c'est quand même le fun, cette liberté-là, d'être à la maison à 3h30, 4h pour le retour des enfants. C'est aussi une... Il y a une tempête, c'est pas grave. Non, c'est ça. Ouais. Ça fonctionne dans ma réalité, comme je dis, avec aussi un mari qui a un salaire plus stable, des conditions plus stables, mais c'est sûr que lui aussi, ça le rassure de savoir que je suis disponible s'il y a besoin. Tout à fait. Oui. Ben ça... Justement, je suis curieuse de savoir c'est quoi qui te stimule le plus dans ton travail. Il y a beaucoup de choses que tu m'as nommées déjà que tu apprécies, mais c'est quoi qui te stimule le plus dans ton travail de graphiste? Oui, ben en fait, j'ai peut-être pas trop appuyé là-dessus, mais je trouve que j'ai vraiment plusieurs volets, moi. J'ai le côté graphisme, donc oui, mise en page, logo. J'ai le côté illustration, qui est de plus en plus fort, que j'aime beaucoup, mais beaucoup plus illustration dans le monde de l'édition, justement, là... le Tipou d'Amérique, celui-là, c'est le 3e, mais pour ça, j'ai fait toute la mise en page, mais il y a aussi 120 illustrations, OK? Donc ça, c'est vraiment un gros, gros boulot. Ça, j'adore. C'est magnifique. Ça. Merci. Vraiment. Mais donc, c'est des illustrations un peu plus style guide, là. Tu sais, c'est sûr que là, c'est fait à l'iPad et tout, là. Je veux dire, à 120 illustrations, tu peux pas passer 1 heure par illustration, là. Moi, j'étais comme, OK, il faut que je passe... J'avais fait mon calcul là, avec mon revenu. Là, puis, OK, il faut que je passe 25 minutes par illustration pour que ça soit rentable. Donc là, il y a de la recherche derrière. Là, on est vraiment... Il faut que tu calcules ton temps pour... Ça vaut-tu la peine ou je suis en train de me mettre dans le trouble puis de passer le triple de temps, tu sais? Donc, ça, c'est des choses qu'on apprend aussi quand on se connaît. Au bout de 12 ans, je sais exactement combien ça va prendre de temps. Tu prends la rapidité aussi. C'est sûr qu'au début, c'est pas comme ça. Mais... Ben oui, puis tu sais, des fois, les gens ils disent « Ah, mon Dieu, ça peut peut-être sembler cher, le tarif horaire, mais... » Oui, mais je travaille 2 fois plus vite qu'il y a 10 ans. Exactement. Donc, ben oui, ça vaut un prix, puis aussi quand même la notoriété que tu as là, dans ton domaine. Oui. Ça a un prix. Ben c'est gentil, ça me fait plaisir d'entendre ça, mais c'est vrai que, en tout cas, le Tipou d'Amérique, ça donne une notoriété parce qu'elle est super connue. Ça a été un gros best-seller. Puis, c'est vraiment chouette de travailler pour ça. Ça, c'est vraiment des projets stimulants. Moi, j'adore faire de la mise en page de livres. Là. Je trouve ça trippant. Puis, en plus, cela, c'est que ça touche ma vie de tous les jours aussi. Là. Je veux dire, ça me parle. Là. Je suis parent, donc... Oui. Puis d'ailleurs, je vais mettre en commentaire tous les liens. Fait que vous allez pouvoir avoir accès aux livres qu'elle a créés et voir un petit peu plus le visuel en personne. Oui. En vrai. Puis là, si je peux me permettre de parler peut-être du 3e volet qui est plus On t'écoute? Qui est plus en élaboration en ce moment, mais tu sais, j'ai un côté artistique très fort. Là, c'est sûr qu'à la base, j'ai fait ce métier parce que j'aimais dessiner, j'aimais peindre, mais là, je fais aussi des toiles. À date, c'était plus quelque chose de marginal, mais j'aimerais le développer davantage. J'aimerais essayer d'en vendre, exposer, etc. Puis là, je viens de faire ma première œuvre d'art public qui est exposée à Saint-Janvier-de-Joly. Donc ça, c'était organisé par la MRC, en tout cas d'installer plusieurs œuvres sur le long de la piste cyclable. Okay. Puis ça a été un super de beau projet qui m'a full allumé. Mais c'est encore autre chose, mais ça touche l'illustration aussi. Mm-hmm. La créativité, en fait. Oui, et j'ai vraiment aimé de rendre l'art accessible comme ça à tout le monde, puis les activités de médiation culturelle aussi autour de ça, aller parler de mon art, aller expliquer le pourquoi du comment. Okay. Je faisais des ateliers aussi d'illustration dans les classes, les bibliothèques, donc ça, on parle de social, mais des fois, aller rencontrer les gens, c'est le fun aussi. C'est-tu de l'art abstrait? Non.
Non, non, c'est beaucoup des portraits dernièrement. Comme ta passion du début, là. Ouais, j'ai beaucoup de portraits. Je travaille beaucoup la superposition des couches, là. J'arrachais des vieilles affiches, puis là, tu sais, je travaille là-dessus, là, sur les layers, les calques. Là. OK, on déchire, il y a la couleur d'en dessous. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais je sais pas si on peut faire un petit 2 minutes sur l'œuvre d'art, parce que... T'as tout ton temps. Oui, OK, c'est bon. En fait, l'œuvre d'art que j'ai faite pour la MRC, le thème, c'était l'agriculture. Puis, mon père était agriculteur. Okay. Puis, j'ai su, genre, 1 mois après que l'appel d'offres était lancé, puis mon papa venait de décéder, ça faisait vraiment pas longtemps. Et donc là, vu que mon papa était agriculteur, ça a été pour moi je dis, OK, il faut que je fasse quelque chose en hommage. J'ai vraiment fait mon deuil, en fait, à travers cette œuvre-là. Oh, wow. Puis j'ai fait la silhouette de mon papa, donc dessinée, c'est en acier, grandeur réelle, donc acier découpé. C'est la silhouette de mon papa qui porte sur ses épaules mon fils de 1 an. Donc c'est une image que je n'ai pas pu vraiment voir, mais que j'aurais aimé voir. Puis c'est ça aussi l'art, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas dans le réel, mais comment toi tu l'intègres à ta vie. Puis donc là, j'ai créé cette sculpture. Puis bon, il y a plein d'histoires autour de ça, mais c'est ça. Quand ça vient du cœur comme ça touche tout le monde, tu sais, tout le monde peut se sentir touché par ça. Donc ça, c'était vraiment une belle aventure cette année, là. Elle a été installée il y a quelques semaines seulement. Donc, OK, félicitations. Oui, félicitations. C'est vraiment un bel hommage aussi. Pour votre père. Puis l'art, ça permet tellement de s'exprimer des émotions aussi qu'on a à l'intérieur. Fait que c'est sûr, ça vous a fait du bien. Oui. Puis là, je viens de penser à ce qu'on a dit avant le podcast. Oui. Beau petit livre. C'est drôle parce qu'on parle de mon papa, mais Canette et le sanglier, le premier que j'ai fait, c'était une histoire que lui se faisait raconter par son grand-oncle quand il était petit. C'est une histoire qui s'est transmise de bouche à oreille dans la famille comme ça. Donc là, on l'a réécrit ensemble, puis là, je l'avais illustré, puis je l'ai fait éditer. Puis là, après, j'avais fait le deuxième, je voulais que ça se passe dans l'hiver québécois, tu sais, en tant qu'immigrante française qui ne connaît pas la neige. J'avais envie de montrer aux autres Français qu'est-ce que c'était. Et puis, en termes d'immigration, mon autre bébé, le bébé que j'ai eu avec ma sœur, en fait. Okay. Ça fait bizarre dit de même. On comprend. C'est ça parce que ma sœur donc, vit au Québec aussi. OK. Et on a fait un livre sur les Français au Québec. Et donc, c'est plein de... Comment dire? C'est vraiment un espèce de magazine fourre-tout avec plein d'anecdotes, de témoignages, des jeux. C'est moi qui ai fait la mise en page, les illustrations, c'est un énorme projet. Combien de temps ça l'a pris, justement? Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais... C'est long, c'est beaucoup d'illustrations, là. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'illustrations, beaucoup de rush. Mais c'est difficile à dire. La création s'est étalée sur 1 an. Mais tu sais, j'avais quand même quelques projets à côté. Je n'ai pas fait ça à temps plein. Ma sœur aussi, là, on a été... c'est sûr que c'est plusieurs mois d'ouvrage. Mais ça a été un best-seller au Québec. Donc, on a été super contentes. Il y a une belle couverture médiatique. Puis, en fait, c'est grâce à ce projet-là que je suis rentrée dans la maison d'édition de Saint-Jean Éditeur. Puis, avec eux, après, c'est eux qui m'ont demandé de faire plein de livres, de recettes. Et puis après, ils sont venus au Petit Pou d'Amérique. Mais c'était la même maison d'édition. Donc, moi, je travaille avec eux. J'ai toujours un projet en cours avec eux, là, en ce moment. Donc, ça m'a amené ailleurs aussi. Donc, ouais, c'est vraiment chouette. Puis, justement, est-ce que ça arrive de travailler en collaboration avec d'autres artistes? Tu sais, c'est sûr que là, tu as plusieurs personnes avec qui tu travailles, mais avec d'autres artistes en soi. Des artistes en tant que tels, pas vraiment, mais j'avoue que ta sœur, pour écrire le livre. Oui, je ne sais pas si elle se considérait artiste. Non, c'est vrai que c'est un domaine très, très solitaire la plupart du temps. Mais je suis super ouverte. Envoyez-moi vos projets. Vos CV et tout. Tantôt, justement, j'en ai parlé un petit peu, mais t'en as parlé un petit peu. Ça te prend beaucoup de créativité pour tout faire ça, mais tu trouves ton inspiration où? Parce que, comme on a vu, il y a des pages et des pages et des pages, puis ça, c'est juste 4-5 projets, là.
Oui, puis c'est des styles très différents, avec pas du tout le même, tu sais, comme les canettes et le sanglier, c'est vraiment des peintures acryliques. C'est ça, OK. On est dans un autre style. Tu sais, on a vraiment la peinture acrylique sur une toile, là, OK. versus On le voit quand effectivement, c'est plus proche, là, que c'est ben pas fait oui, à ouais, l'ordinateur, ouais, là. c'est vraiment texturé, etc. Là, c'est vraiment fait à l'ordinateur parce que OK. en termes de temps, c'est ce qui est Ça aussi. le plus rapide. Oui, celui-là aussi, c'est tout à l'ordinateur. L'inspiration, je sais pas. C'est sûr que je veux dire, je suis tout le temps en train de prendre des captures d'écran sur mon téléphone de trucs que je vois, d'enregistrer des images de partout. Après, quand tu es illustratrice comme ça, pour ce genre de guide, là, c'est très clair la demande, là. Ça va être un enfant d'environ 10 ans qui parle à sa mère avec un toutou dans les mains. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. C'est Ouais. quand même... moi, je fais le bonhomme, j'ai pas besoin de m'inspirer. Là, c'est mon style, j'y vais avec les têtes, puis des fois, je change les cheveux, la robe, la couleur de peau, puis tu sais, OK. c'est pas forcément de l'inspiration comme que si je fais une toile, tu sais, La toile, le graphiste aussi, tu sais, on n'en a pas vraiment parlé, mais la différence entre graphiste et illustratrice. Oui, le graphisme, c'est vraiment mettre en page, mettre en mots. T'imagines, tu as un document Word, là, c'est juste des phrases, juste des mots. Il n'y a pas de façon de hiérarchie, sous-titres, titres, etc. Tu as juste un gros document Word. Toi, moi, ma job, je le dis souvent, c'est de rendre beau. C'est de rendre beau, Ouais. c'est rendre le fun, c'est Mhm. rendre agréable à lire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir, OK, je vais beaucoup être dans le choix de police de caractère, une bibliothèque de couleurs, de nuanciers, un style, des petits motifs qui vont revenir, des petits... Bon, ben c'est tout ça. C'est ça, c'est la mise en page. Après, l'illustration, on est vraiment dans les dessins. Et puis, les deux... C'est plusieurs logiciels que je travaille dans Illustrator pour les illustrations, dans InDesign pour la mise en page, puis j'intègre les Ça illustrations. se chevauche. Oui. Souvent, enfin. OK. Avez-vous un... As-tu... As-tu un projet que tu es le plus fier? Ben, peut-être celui-là de ton père que tu as nommé, mais est-ce que tu en as un autre que tu es particulièrement fier depuis tes 12 ans d'expérience? Ben, honnêtement, ils sont tous là, là. Je veux dire, Ouais. ici, ça a vraiment été gros. Mon premier livre, Canette et le sanglier aussi, quand j'ai commencé. Puis, ouais, non, je suis obligée de revenir sur la sculpture là, de mon papa là, dernièrement. Là, ça résonne beaucoup. On dirait que elle m'appartient plus, cette sculpture. Tu sais, toute ma famille l'a partagée. Tu sais, tout le monde s'est retrouvé à travers ça aussi. Là, je l'ai repartagé sur le groupe de la municipalité. Puis les gens m'en parlent en disant c'est le fun de savoir d'où ça vient, puis pourquoi et tout. Donc non, là, je suis encore un petit peu là-dessus, là, sur le retour de cette œuvre-là. C'est plus celle qui me nourrit en ce moment. Après, je suis en train de faire un autre livre, pas pour Sarah Hamel, pas du Petit Pou, mais pour les éditions Saint-Jean en ce moment aussi. Ça mijote pas mal sur le couple. Ah, OK. Alors, voilà. Parfait. Ouais. C'est quoi les logiciels que tu utilises le plus souvent? Ben là, c'est ça. C'est vraiment Acrobat. Ça, c'est il y a Illustrator, InDesign, Photoshop. C'est les trois. Donc, InDesign pour la mise en page. Donc, pour les gros documents, à partir du moment où tu as au moins 5-6 pages, c'est tout en InDesign. Donc, je sais pas, on est à 300 pages là-dessus. Ouais, 260 pages. Les illustrations, des fois les couvertures, pour travailler des textes, un effet de titre. Bon, souvent, les couvertures, je vais les faire dans Illustrator. Okay. Et puis, Photoshop, c'est vraiment plus la modification de photos. Okay. Donc, okay. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent Canva. Est-ce que tu l'utilises ou c'est pas assez développé pour les rendus que tu veux donner? Moi, pas du tout. Tu sais, Canva, je le considère comme un outil pour quelqu'un qui fait un peu d'infographie à l'interne d'une entreprise puis qui veut se débrouiller pour faire des visuels. Genre, ça fait vraiment la job. Je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps pour faire une publication sur mes réseaux puis j'ai trouvé que ça fitait vraiment bien et tout. Par contre, c'est vrai que quand tu as une entreprise, que tu veux peut-être une cohérence visuelle entre tous tes outils, pouvoir les changer, tu sais, aller mettre ta police vraiment,
OK. Il y a sûrement moyen. Moi, je n'utilise pas Canva. Je pense que c'est une bonne base parce que j'ai déjà, il y a beaucoup de clients qui me demandent de pouvoir modifier les affaires après. Puis souvent, ils n'ont pas les logiciels dont je te parle. Ah, OK. Donc là, des fois, ça peut m'arriver de leur faire des espèces de gabarits dans OK. Canva, 2-3 gabarits. Puis là, ils peuvent aller changer une photo ou un texte. Puis au moins, ils peuvent aller avoir cette liberté-là sans devoir repasser par moi à chaque fois. OK. Ça peut être une option. Ouais, c'est bien d'avoir Oui. cette option-là. Oui, puis je veux dire, je suis pas contre. Même, c'est sûr, c'est pas aussi développé que mes logiciels, mais moi, je trouve que ça fait bien la job, là. Puis avec notre chère amie Lia qui s'en vient. Oui, bien, c'est ma question. Oui. C'est une de mes questions. Ça s'en vient, on va la poser tout de suite. On est là, on est là. Comment tu vois ça, l'arrivée de l'IA? Est-ce que ça te fait peur de voir des designs numériques, de voir tout ce qu'on peut faire avec l'IA, en fait? Oui. Ah, c'est impressionnant. Moi, je capote, là. Honnêtement, je capote, là. C'est pas encore rendu qu'ils peuvent me remplacer. Tu sais, pour des projets comme ça où il y a 120 illustrations, il y a quand même un style à respecter. Puis l'IA va te faire des photos, des dessins, mais que tu ne pourras pas modifier sur les logiciels d'Illustrator. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est pas... Moi, tout ça, c'est des illustrations en vectoriel. L'IA ne fait pas encore de vectoriel. Pas encore. Pas encore, c'est pour ça. OK. Mais j'ai très conscience que ce genre de projet, là, dans 5-10 ans, là, c'est fini. Pour moi. Pour ça, je les prends toutes, puis j'en profite. C'est sûr que c'est difficile pour moi de dire « Hey, garochez-vous dans ce métier-là, il y a full d'avenues. » Mais d'un autre côté, il y aura toujours besoin de l'œil humain pour ne serait-ce que passer la commande, ne serait-ce que faire des choix éclairés visuellement pour que ça fitte ensemble. Je veux dire, tu ne remplaceras pas l'instinct. Oui, l'instinct, l'humain, tout ça. Oui, puis je pense qu'au contraire, il y a certaines choses qui vont prendre plus de valeur. Encore une fois, la sculpture de mon papa ou des livres à l'acrylique. Je veux dire, au contraire, tout ce qui va être vraiment texturé, ce qui va être vraiment... qui part d'une histoire vécue, ça va devenir encore plus important. Donc, de mettre du sien puis de mettre de l'humain là-dedans. Puis même de mettre de l'imperfection, je dirais. Oui. Donc, en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pas peur. Mais j'ai conscience que ça va éventuellement prendre... Je pense que les grosses institutions ou les maisons d'édition, tant qu'il y aura des subventions pour eux, ils vont continuer de faire affaire avec des artistes parce que c'est leur mandat. Les maisons d'édition, en ce moment, refusent d'utiliser de l'IA. C'est tout à leur honneur, tant mieux pour moi et pour tous les artistes en ce moment, mais... n'importe qui veut faire un livre à son compte, puis qui dit « ben moi, j'ai pas de maison d'édition, je veux m'auto-éditer, j'aimerais ça qu'il y ait une illustration à toutes les 2 pages. » Je veux dire, il n'a pas les moyens d'aller payer quelqu'un 5, 6, 10 000 $ pour aller faire sa mise en page puis ses illustrations, là, puis ça se comprend, mais il va quand même pouvoir le faire. Donc moi, je préfère que cette personne-là le fasse. Ça va être adapté à certains types de clientèle, puis d'autres non. C'est comme ça. Okay. Mais honnêtement, je veux dire, actuellement, c'est tellement... Moi, je le vois tellement, là, les images, ça se voit tout de suite que c'est de l'IA, ça se voit tout de suite que c'est faux, qu'il manque de... Ah! Il y a quand même beaucoup d'erreurs, tu sais, quand que tu prends des photos, tu essaies de les modifier ou d'ajouter des éléments dans l'image, c'est pas parfait, là. Non, c'est pas parfait. C'est ça, comme mais tu ça, dis, dans 10 mais ans, ça écoute, il y a 2 ans, on ne parlait pas de ChatGPT. Imagine comment ça a évolué, c'est fou. Donc. C'est ça, faut juste être... Je peux pas dire que ça n'existe pas, mais pour l'instant, j'ai pas peur. J'ai envie de garder espoir. Puis c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aller peut-être plus vers le côté peinture, texture, vrai. Parce que je crois qu'il y a peut-être plus d'avenir là-dedans, parce que les gens vont toujours avoir ce besoin-là. Fait que tu places tes cartes là, pour tes projets d'avenir. Oui, c'est pas mal ça, tes projets d'avenir. Oui, en ce moment, j'ai vraiment... Ben là, je fais partie d'une cohorte d'artistes entrepreneurs en Chaudière-Appalaches. On est 8 à être suivis par des professionnels comme un espèce de groupe de mentorat, etc. pendant 9 mois. Wow. Donc, c'est vraiment génial. Puis c'est ça, il y a plein de programmes qui existent aussi comme ça. Puis, il y a plein de projets qui sont vraiment le fun. Puis, ben justement, là, mon but avec ça, c'est vraiment de... Autant je suis une professionnelle en graphisme, en illustration, je gagne ma vie avec ça, ça va, mais je veux amener plus d'art et de peinture dans ma pratique. Donc, c'est une façon pour moi, là, j'essaye
J'aimerais ça que ça se transforme plus en moitié-moitié ou en tiers de tiers. Là, pour l'instant, ça prend une petite place, Ouais. mais j'aimerais ça que ça grossisse un peu. Ça devienne ton nouveau bébé, mais Oui. ça se rejoint vraiment beaucoup. Puis je pense que ça peut faire du bien aussi, après toutes ces années-là, de s'orienter vers quelque chose de nouveau. Tu sais, des fois, on a l'impression que... Ben, j'imagine que tu n'es pas tannée de ton travail, là, mais ça reste que ça fait tout le temps du bien, un peu de nouveauté. Oui. Oui, puis de nouveauté, puis j'ai envie de dire, on choisit notre vie et on choisit notre travail, on crée notre travail. Ouais. C'est à nous de créer notre travail, de dire oui aux projets qu'on veut, non à ceux qu'on veut plus, et puis d'axer vraiment sur, OK, là, je me concentre sur l'illustration, là, j'ai le recul, puis ça fait 12 ans que je fais ça. Là, c'est plate, mais quelqu'un qui m'arrive avec une demande de carte d'affaires, là, je suis désolée, je suis plus rendue là. Tu comprends? Moi, je vais prendre des... Je veux triper sur ton projet, je veux triper sur ta personnalité, je veux triper sur ton produit. Tu sais, il y a des choses que je ne ferais pas. Je sais pas, là, je ne ferais pas de la pub pour une compagnie pétrolière, par exemple. Ou... Bon, ben là, mais on crée notre entreprise aussi à travers ces valeurs-là. Puis, c'est à nous de créer notre métier. On n'est plus dans des carcans. On peut décider, je pourrais travailler à temps partiel dans un restaurant serveuse si c'est ça qui me fait du bien pour mon social. Puis, tu comprends, il n'y a, a plus de règles. C'est ça que j'aime. Là. On ne reste pas 30 ans dans la même entreprise. On peut faire ce qu'on veut, au fond. Oui. Ça fait du bien. Aussi, des fois. Oui. Mais de la stabilité aussi. Mais c'est quoi que je voulais dire? C'est quand tu as commencé ton entreprise, est-ce que tu prenais un peu de tout? Tu sais, là, tu dis, je prends pas de carte d'affaires parce que ça te stimule sûrement un petit peu moins qu'avant, parce qu'avant, tu débutais puis c'était déjà un défi pour toi. Maintenant, c'est rendu très easy, j'imagine. Mais au début, est-ce que tu étais plus ouverte à plusieurs choses ou tu t'es dit, je vais déjà choisir ce que j'aime pour faire ma clientèle en fonction de ce que j'aime? C'est sûr que tu as tendance à dire oui plus facilement pour tout. Maintenant, j'ai l'impression que mon instinct est beaucoup plus aiguisé. Et puis, il me sert bien. Tu sais, si je le file pas au téléphone, si je sens que déjà ça va être compliqué, puis que la personne essaie de... Tu sais, c'est plate, là, mais moi, en arrière, j'ai aussi mon tarif horaire. Ouais, là, tu sais, c'est pour ça que je suis beaucoup avec les mêmes clients aussi qui reviennent. Je sais que ça va bien se passer avec cette personne, tu sais, donc j'en reprends quelques-uns des nouveaux, mais il faut vraiment que ça soit pertinent, puis que ça me rejoigne, puis... Donc, au début, tu fais du bénévolat aussi, pour la visibilité. Oui, ben oui. Mauvaise idée. Non, mais tu vois, je me suis pas trop fait... j'ai pas eu trop d'abus par rapport à ça. OK. Tant mieux. Je pense qu'il faut dire non dès le début. Tu sais, encore là, si c'est quelque chose qui te touche puis que tu as envie de participer, fine, mais... On est peut-être... ça prend du temps avant de peut-être se rendre compte de notre propre valeur. On apprend à se connaître, en fait. Exact. Puis c'est là qu'après ça, on découvre c'est quoi nos limites, puis c'est où qu'on veut les poser. Mm-hmm. Mais tant mieux si... Ça veut dire que tu te connaissais déjà, si tu as mis tes limites quand même assez tôt. Tu as fait du bénévolat, sauf que j'imagine que tu n'as pas trop donné de ton temps quand même. Non, c'était pas... c'est ça, mais je l'explique pas, tu sais, je saurais pas te dire de conseils pour ça, c'est juste ça a donné comme ça, puis vraiment se faire confiance, quoi. C'est sûr que si on se lance, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu sois un petit peu ambitieux, il faut que tu saches un petit peu ce que tu vaux. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui font que tu te lances en entrepreneuriat. Si tu es quelqu'un qui aime la stabilité, puis qui aime avoir un budget bien clean, puis savoir que, je veux dire, c'est pas fait pour toi, là. Faut que tu sois capable de vivre avec ça, là, avec c'est des montagnes russes d'émotions. Puis c'est ça aussi, là, quand tu es employé, il y a une erreur qui se fait. Bon, ça passe... comment dire? c'est plate, mais en fait, tu as les deux côtés. La valorisation n'est pas directe, mais les erreurs ne sont pas directes non plus. Donc, c'est ça. Moi, c'est une des choses qui m'a fait me mettre à mon compte, c'est parce que je voyais mon boss qui se faisait inviter dans des bons restos, puis remercié par ses super clients. Puis je voyais des factures passer. Enfin, j'ai dit, quoi, il a chargé ça pour ce que j'ai fait? Puis là, moi, j'ai jamais... C'est normal. Après coup, je le sais, ça les valait. Mais
mon ego d'artiste qui a besoin d'être reconnu, là, c'était dur pour moi. Puis ça me fait du bien d'avoir le sourire direct du client content, puis de savoir qu'il est content. Puis c'est Irène Lumineau qui a fait ça. Tu sais, je trouvais ça dur que mon nom passe dans le flou à travers quelqu'un d'autre. Ouais. Mais s'il y a une erreur, crime, il faut que tu l'assumes. Puis il y a quelque chose qui est parti avec une erreur d'impression, ben ça va être de ta poche que tu vas le rembourser, tu sais. T'espères ne pas avoir fait trop d'exemplaires. Honnêtement, j'ai eu de la chance, ça m'est vraiment pas arrivé souvent, ou en tout cas quand c'est arrivé, c'était pas des gros montants, mais... Ben, j'imagine que quand ça sort de ta poche, c'est toi qui payes, tu regardes un petit peu plus attentivement que quand tu es employé, peut-être. Mais c'est ça, faut être prêt à ça aussi, là. C'est toi qui es devant la scène. Là. Donc, faut aimer ça, se mettre devant. OK, puis... petite dernière question. Si tu aurais un conseil à donner à des gens qui aiment dessiner puis qui veulent en faire son métier, qu'est-ce que tu leur dirais? Mettons, je suis une adolescente, je suis en secondaire 5 et je ne sais pas trop dans quoi m'en aller, mais j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup l'art. Mais on me dit souvent que l'art, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça plus tard. Ah, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que moi, oh my God, c'est pas maintenant que tu as des rêves, puis c'est quand, là? Comme, vas-y, crème. Il y en a des artistes qui vivent de leur art. Il y a des chanteurs qui vivent de leur art. Il y a des comédiens. Il y a des peintres qui vivent de leur art. Il y a des illustrateurs qui vivent de leur art. Ça existe. C'est sûr que tout le monde n'y arrivera peut-être pas. Mais, crème, si tu fais pas une job que t'aimes, c'est plate, là. Genre, surtout maintenant, là. Si tu le fais pendant 15 ans puis que ça marche pas, écoute, tu te revireras, là. Et puis, comme je dis, moi, c'est pas un métier où tu as un gros risque dans le sens que tu n'as pas besoin de t'acheter, de partir avec des fonds énormes. Tu peux faire ça à temps partiel, tu peux faire ça à côté, tu peux faire une toile de toile, essayer dans une galerie, ça marche-tu, ça marche-tu pas? Je fais-tu plus de ce style? Je pourrais parler de... ça prend quand même une volonté, ça prend une motivation, ça prend de l'entre-gens, parce que quand tu veux être à ton compte, il faut que tu ailles démarcher des clients. Puis souvent, les artistes, moi, j'ai cette chance-là, c'est que j'ai le côté très extraverti, j'ai pas de problème à communiquer. Donc, c'est ça qui m'a permis d'aller chercher des clients. Mais tu peux être la meilleure des graphistes, des illustratrices, des artistes. Si tes toiles restent chez vous puis qu'elles seront jamais vues, ben c'est bien plate. Mais... Donc, il faut les deux côtés. Il faut aller démarcher. C'est la moitié de la job, c'est ça. C'est ça, hein? Parce qu'il y a des gens qui vont être très créatifs, mais le PR, le réseautage, ils l'ont un petit peu moins. Mais si, par exemple, tu as envie de créer ton entreprise avec quelqu'un qui est plus PR, puis toi, tu es plus créatif, ça peut se faire aussi. C'est sûr que là, après ça, les bénéfices se divisent un petit peu, mais ça peut être une option, je pense, pour les gens qui ont moins cette fibre-là. Ben oui. Puis tu peux être super épanoui aussi dans une agence de pub. T'sais, moi, c'était pas mon cas pour moi. Je pense que ça dépend de chacun. C'est quoi tes valeurs? Puis c'est quoi... Moi, le besoin de reconnaissance, il est très fort. J'ai besoin de ça. Mais une fois que tu en as conscience, et puis ça peut paraître autant de dire ça, mais une fois que tu le sais que tu fais ça pour être vu, puis que tu as besoin que ton art soit partagé, ben tu sais pourquoi tu le fais. Si toi, tu peins juste pour le plaisir de peindre, est-ce que tu veux vraiment que ça soit ton métier? Puis c'est vrai que des fois, le fait d'être payé pour faire ce qu'on fait peut diminuer la créativité. C'est pas évident de mettre un prix sur de l'art, sur du temps qui passe. Moi, honnêtement, là, mon rapport à l'argent et à l'optimisation du temps, depuis que je suis travailleur autonome à la maison, je trouve ça très difficile d'avoir juste du fun, juste du plaisir à peindre sans penser à la vente ou à l'expo ou à OK, qu'est-ce que les gens vont aimer, qu'est-ce qui va marcher ou pas, puis pourquoi ça se vend pas ou pourquoi. C'est pas un conseil que je donne, mais moi, c'est sur lequel je travaille en ce moment, c'est essayer de me détacher de cette notion de rentabilité, d'optimisation du temps pour vraiment laisser toute la place à l'art puis à des temps de création sans contrainte. Je comprends. Puis qui te rejoint vraiment toi. Oui. Parce que souvent, pas le faire pour les autres, parce que tout ça, c'est des commandes, là. Exact. C'est peut-être pas quelque chose qui te rejoint. Bien, c'est sûr que ça doit te rejoindre, mais pas autant que si ça venait vraiment de toi et que tu as envie d'explorer cette avenue-là, cette créativité-là. Fait que, il y a la question de... Je pense que tous les artistes doivent se poser. Puis, en fait, tout le monde pourrait se poser. C'est OK, demain, là, tu gagnes des dizaines de millions de dollars, là.
qu'est-ce qui t'allume encore que tu ferais? C'est quoi ton besoin? C'est quoi que tu vas continuer de faire? Même si tu n'es pas payé pour le faire. Donc, pose-toi la question, là, c'est quoi? Moi, j'aime ça peindre, j'aime ça créer, mais des fois, quand c'est ancré dans une culture aussi, on est dans une culture de performance, puis on a tous des factures à payer, des fois, on rentre dans ce moule-là, puis on est des artistes, puis c'est difficile de s'extraire de ça. Alors, c'est ça, il y a beaucoup de psychologie à travers ça, mais... Non, mais je comprends. Puis tu sais, c'est comme les gens qui travaillent en restauration, quand ils arrivent chez eux, ça se peut que ça ne lui tente pas nécessairement de faire à souper. Les massothérapeutes, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, ta blonde est massothérapeute, tu dois avoir plein de massages. » Ben non! Parce qu'ils sont comme tannés. Fait que ça se peut que toi aussi, rentres à la maison quand... C'est ça, c'est difficile de te détacher, puis tu as fait de l'art aussi toute la journée, mais tu as peut-être envie d'en faire pour toi, mais... Mais je ne sais pas à quel point du graphisme, c'est de l'art. Tu sais, c'est ça aussi, là, pour moi, c'est tellement des choses différentes, tu sais, comme tout peut être art, tu sais. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de choses... La créativité, en fait, c'est de l'art en soi. Oui. Mais bref, donc pour moi, c'est comme des parties... quand je fais une mise en page, que j'ai un gabarit un peu déjà faite pour telle page, après, j'ai une grille, ça roule, tu sais, je peux mettre un podcast en arrière, écouter ça, puis je continue et tout. Mais si c'est ça, c'est complètement un autre mood si je suis en train de peindre, puis j'ai une émotion à sortir. Bon, je vais dans tous les sens, hein. C'était un sens très le fun comme discussion. Puis je pense qu'on a quand même couvert beaucoup de sujets. Oui. Moi, en tout cas, ça m'a aidé vraiment à apprendre à te connaître. Tu es une super de belle personne. Ton entreprise est super bien. Le site Internet, je vais le mettre sur les réseaux. Fait que les gens vont pouvoir aller le visiter comme moi, je l'ai fait. Merci. Donc, j'ai été vraiment contente de te rencontrer. Merci d'avoir accepté. Merci. Merci, ça fait plaisir. Fait que, je te souhaite une belle journée. Bye, Sarah. Bye bye.